En Côte d'Ivoire, le RDR, le parti du président Alassane Ouattara, qui a voté samedi lors d'un congrès extraordinaire pour la formation d'un grand parti unifié avec ses alliés au pouvoir, veut une primaire avant la présidentielle de 2020. En Tunisie, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche pour les premières élections municipales libres, un scrutin attendu depuis la révolution de 2011 dans l'optique d'enraciner la démocratie dans ce pays. Et puis des soldats maliens sont arrivés à Kidal dans le nord du Mali pour participer à des patrouilles mixtes avec des combattants de l'Ex-Rébellion et des groupes armés pro-gouvernementaux, une première depuis 2014. Sans jamais prononcer le mot primaire, le président Alassane Ouattara a toutefois précisé en vue de la présidentielle de 2020 que le nouveau parti devra poser la base d'un choix démocratique du prochain candidat. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, le RDR, le parti du président Alassane Ouattara, a voté samedi lors d'un congrès extraordinaire pour la formation d'un grand parti unifié avec ses alliés au pouvoir. La formation du chef de l'État, qui estime que le parti unifié constitue une chance pour le pays, veut également une primaire avant la présidentielle de 2020. Voici les images. Sans jamais prononcer le mot primaire, le président Alassane Ouattara a toutefois précisé en vue de la présidentielle de 2020 que le nouveau parti devra poser la base d'un choix démocratique du prochain candidat. Il a fait cette déclaration samedi lors d'un congrès extraordinaire durant lequel son parti, le RDR, a voté pour la formation d'un grand parti unifié avec ses alliés au pouvoir. Selon Alassane Ouattara, le parti unifié, qui est un facteur de stabilité politique et de développement économique, constitue une chance pour la Côte d'Ivoire. La transformation en un parti unifié de la coalition au pouvoir, le RHDP, voulu par le président Alassane Ouattara, se heurte à des réticences au sein de son propre parti, mais surtout de ses alliés et notamment du PDCI, de l'ancien président Henri Konan Bédié. Un des points d'achoppement est justement l'investiture du candidat à la présidentielle de 2020. Une partie des membres du PDCI estime que cette investiture revient de droit à leur formation politique pour avoir soutenu celle du RDR lors des 2 dernières présidentielles. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui était en froid avec le parti et n'avait pas été invité à son dernier congrès, était présent. En bref, au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ex-parti au pouvoir du président déchu Blaise Compaoré, a ouvert samedi son congrès pour désigner un nouveau chef, probable candidat à la présidentielle de 2020. Quelques 5000 militants se sont réunis au Palais des Sports de Ouagadougou pour ce 7e congrès ordinaire du parti qui doit s'achever ce dimanche. Une dizaine de candidats, dont le président sortant Edi Kombo-Ego ou encore Juliette Bonkungu, sont en lice pour la présidence du parti. Il faut dire que le CDP, qui compte 18 députés au Parlement, est considéré comme la 3e force politique du Burkina Faso. Restons au Burkina Faso où le président Roch-Marc Christian Kaboré a procédé à l'installation officielle des membres d'une toute nouvelle institution, le Haut Conseil du dialogue social. Il s'agit d'un organe national tripartite de 30 membres représentant les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Sa mission, instaurer le dialogue social entre les travailleurs et le gouvernement afin de régler les conflits sociaux du monde du travail. Reportage Claude Romba. Le président du Faso, Roch Kaboré, en installant les membres de la toute nouvelle institution, veut s'inscrire dans une nouvelle approche. Face aux multiples revendications des travailleurs et des syndicats, le Haut Conseil du dialogue social qui regroupe l'État, le privé et les syndicats. Une institution tripartite donc, créée selon le président du Faso pour régler et prévenir les conflits sociaux du monde du travail. Je crois que l'expérience des uns et des autres doivent nous amener de part et d'autre, à savoir les raisons gardées, et certainement à travailler ensemble, tout en améliorant certainement les conditions de travail et de vie des travailleurs, à tenir compte aussi de l'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt de tous les Burkinabés. Quand c'est l'État et les syndicats, il y a toujours des suspicions, il y a toujours des doutes, et je crois que peut-être ce cadre va permettre un peu de stabiliser
la confiance qui doit exister entre les partis qui sont en discussion. L'enthousiasme du président Kaboré, il faut le souligner, ne semble pas la chose la mieux partagée. Certaines organisations syndicales, dont la puissante CGTB, la Confédération Générale des Travailleurs du Burkina, sont réticentes par rapport à la mise en place d'une telle institution de plus. Qu'à cela ne tienne, le président Kaboré a exhorté les membres du Haut Conseil du dialogue social à trouver des solutions idoines pour l'apaisement du climat social au Burkina Faso. En Tunisie, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche pour les premières élections municipales libres. Un scrutin attendu depuis la révolution de 2011 dans l'optique d'enraciner la démocratie dans ce pays. Débuté à 7h GMT, ce scrutin doit faire émerger une nouvelle génération d'élus. Ces derniers seront à la tête de collectivités locales dotées pour la première fois d'une libre administration et d'un début d'autonomie. Les observateurs s'attendent à une abstention importante pour ces élections, pourtant cruciales 7 années et demie après la chute de la dictature de Zine El Abidine Ben Ali. Il faut dire que les 11 185 bureaux de vote du pays accueillent jusqu'à 17h GMT les 5,3 millions d'électeurs convoqués. Les Mauritaniens, eux, iront aux urnes au mois de septembre prochain dans le cadre des élections législatives et municipales. Mais la nouvelle commission électorale nationale indépendante chargée d'organiser ces scrutins est contestée par une partie de l'opposition, le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU, qui exige sa dissolution et son remplacement. Les détails. L'actuelle commission électorale nationale indépendante a été constituée le 17 avril dernier. Sa création avait été recommandée l'année dernière à l'issue des journées de concertation nationale entre la mouvance présidentielle et les partis d'opposition, dites dialoguistes. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU, qui avait refusé de participer à ce dialogue, ne fait pas partie de la CENI. Il demande aujourd'hui sa dissolution. Nous allons organiser une très grande marche pour exiger la dissolution de cette CENI illégale et son crédibilité, explique Mohamed Ould Mouloud, le président du FNDU. Notre recours est très solide parce que la loi n'a pas été respectée. Face aux exigences du FNDU, Boydiel Ould Oumed, président du parti Elviam de l'opposition dialoguiste, invite à une lecture des tests. Nos camarades doivent prendre la précaution de lire le test. La CENI ne peut ni être dissoute par l'opposition dialoguiste, ni par la majorité, ni par le président de la République. Elle ne peut être dissoute que s'il y a consensus entre la majorité et l'opposition. Et ensuite, le président, par décret, accepte ce que nous avons proposé. Dans le camp de la majorité présidentielle, on se dit déterminé à œuvrer pour la tenue dans les délais des 3 rendez-vous électoraux à partir de l'automne prochain. Nous parlons toujours d'élections, mais cette fois-ci en République démocratique du Congo, où la répartition des sièges pour les prochaines élections législatives prévues en décembre 2018 est connue. Le projet d'annexe à la loi électorale a été également voté en début de ce week-end par le Sénat. Plus de précisions à travers cet élément. La répartition des sièges pour les prochaines élections législatives prévues en décembre 2018 en République démocratique du Congo s'est faite sur la base d'un fichier électoral encore contesté, lequel fichier devrait être bientôt audité. D'après ce test, les changements sont notamment motivés par l'évolution de la démographie. En effet, depuis les dernières législatives, le pays ne compte plus 11 mais 26 provinces. Et en comparant leurs circonscriptions, on remarque pourtant que l'augmentation du nombre d'électeurs ne s'accompagne pas toujours de l'évolution du nombre des sièges. Par ailleurs, avec 55 sièges contre 51 en 2011, Kinshasa restera la province la mieux représentée dans la prochaine Assemblée nationale. La capitale congolaise est talonnée de près par la province du Nord Kivu qui compte 48 sièges, suivie du Sud Kivu avec 32 sièges. Dans le bas du tableau, le Bawele qui compte 7 sièges, le Nord Ubangu qui compte 8 sièges et le Tuapa 10 sièges sont les provinces où on comptera moins de députés.
Je l'annonçais en titre, des soldats maliens sont arrivés vendredi soir à Kidal, dans le nord du Mali, pour participer à des patrouilles mixtes avec des combattants de l'Ex-Rébellion et des groupes armés pro-gouvernementaux. Une première depuis 2014. Il faut dire que l'armée malienne n'avait pas repris pied à Kidal depuis des combats en mai 2014 qui s'étaient soldés par sa lourde défaite face aux rebelles qui depuis contrôlent cette ville. L'arrivée de soldats maliens à Kidal a lieu après la visite en mars dernier du Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga dans cette localité où l'État malien était absent depuis 2014. Selon une source militaire malienne qui n'a pas précisé le nombre de soldats sur place, ce détachement de l'armée malienne est arrivé pour participer au mécanisme opérationnel de coordination. Rappelons que ce mécanisme opérationnel de coordination, composé de militaires de l'armée régulière et des combattants des groupes armés pro-gouvernementaux et des ex-rebelles, a pour objectif le retour de la paix dans le nord du pays. Son objectif, en prélude au désarmement, est d'instaurer la confiance entre l'armée malienne et les groupes armés impliqués dans le processus de paix, mais aussi de rassurer les populations. Les soldats maliens arrivés à Kidal sont basés dans le sud de cette localité. Ils vont participer à des patrouilles mixtes avec des combattants de l'ex-rébellion à dominante touareg et ceux des groupes armés pro-gouvernementaux. Les patrouilles mixtes, faut-il le rappeler, sont censées préfigurer la refonte d'une armée malienne unitaire. Le Maroc s'emploie à appréhender et à juger à leur retour au pays ses ressortissants partis combattre sous la bannière du groupe djihadiste État islamique. C'est en tout cas ce qu'a affirmé dans un entretien accordé à nos confrères de l'AFP le chef de l'antiterrorisme marocain. Les images. Dans un entretien accordé à l'agence France Presse, le chef de l'antiterrorisme marocain s'est montré notamment préoccupé par les connexions entre les réseaux criminels et les mouvements terroristes. Il s'est par ailleurs dit inquiet au sujet du Sahel, terrain fertile pour les groupes djihadistes et bombes à retardement. Nous avons démantelé à peu près 21 cellules terroristes. Puis l'année d'après, c'est-à-dire en 2016, je crois que c'était 19 cellules terroristes. Puis par la suite, l'année 2017, 9 cellules terroristes. 302 personnes qui sont déjà revenues, qui ont été interpellées par le Bureau central d'investigation judiciaire et présentées devant la justice. Mais je peux vous dire une chose, c'est que pas uniquement le Bureau central qui a présenté ces gens-là, mais il y a d'autres services de police judiciaire au Maroc qui ont présenté des revenants des foyers de détention. Je crois que les statistiques ils sont à 200 et quelques personnes. Grâce à nos services et aux professionnels de nos services de renseignement, des attentats ont été déjoués dans plusieurs pays occidentaux. Je donnerai comme exemple la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark, l'Italie, l'Espagne. Avec l'Espagne même, on mène des actions conjointement. Au Maroc, pays meurtri par des attaques islamistes en 2003 à Casablanca, qui a fait 33 morts, et à Marrakech en 2011, qui a fait 17 morts, l'approche sécuritaire s'est doublée d'une vaste réforme du champ religieux et cette approche basée sur l'encadrement religieux est importante. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.